Ah, clap. Vas-y, lance. Clap. Cette vidéo est garantie sans chat GPT. C'est une vidéo artisanale humaine. Pierre Desbarac, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à Toulouse pour quelques questions. On va commencer par une question assez générale. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'égalité et réconciliation? Égalité et réconciliation, ER en 2023, je dirais pour paraphraser Bernanos que c'est la grande peur des bien-pensants. C'est le tabou politique de la France macronienne, de la France rothschildienne, si je peux me permettre. C'est un site de réinformation, les gens le savent, donc je vais peut-être reposer les fondamentaux très rapidement. C'est un mouvement politique et c'est un site de résistance et un site de réinformation. Mais plus largement, dans le contexte actuel, c'est vrai qu'on est un peu le dernier, justement, le dernier résistant depuis la défection de Dieudonné, notamment, qui a baissé les armes pour des raisons pécuniaires. On est un peu les derniers résistants de France sur une ligne radicale qui a connu son évolution à travers le temps. C'est normal, puisque Égalité et Réconciliation aujourd'hui a 16 ans, je crois. Donc fondée en 2007 par Alain Soral et dirigée de main de maître par notre cher président Alain Soral. Et donc aujourd'hui 16 ans, donc on va vers la maturité, bientôt on aura le droit de vote. Et effectivement, par ces longues années de militantisme et d'expérience, on a traversé différentes époques. Donc on a commencé comme une sorte de lobby marxiste au sein du Front National de Jean-Marie Le Pen. Et puis après, on a évolué selon les contextes et selon nos différentes facettes qui sont présentes depuis l'origine, c'est-à-dire la lutte anticommunautariste, le soutien à la Palestine et la question antisioniste. Et plus largement, je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment l'opposition numéro 1 à ce que j'appelle la caste radicalisée du nouvel ordre mondial, symbolisée par Emmanuel Macron et son couple avec Brigitte. Et donc voilà, mais même par exemple il y a quelques années on était plus présent sur la question des manipulations identitaires, à l'intention des identitaires. Donc on a développé un combat, plusieurs armes, on est toujours là et c'est à ce titre je pense qu'on est effectivement une sorte de fantomas maintenant. C'est une figure que reprend Alain pour rigoler, mais c'est vrai, on est une sorte de fantomas, c'est-à-dire les gens ne parlent pas de nous, mais on fait peur à tout le monde. Et on nous évite et on veut nous remplacer. C'est une sorte de grand remplacement médiatique qui se met en place aujourd'hui par rapport à ce que j'appelle la galaxie Bolloré, c'est-à-dire tous les médias de la nouvelle droite, la nouvelle droite, qui visent, je pense, vraiment à nous remplacer sans nous citer. Voilà. Et on résiste. Et comme vous le savez, ça se fait par du militantisme, ça se fait par contre-culture, ça se fait par le travail de pédagogie qu'on fait au quotidien. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? On est toujours là, donc on a fait nos preuves. Je pense qu'on a fait nos preuves. Voilà. Alors justement, vous parlez de cette association qui fait peur. Que répondez-vous à ceux qui vous traitent d'extrémistes, de fascistes, de masculinistes, de racistes, ou pire encore, d'antisémites? Cette association, elle fait peur au pouvoir, bien compris. Elle ne fait pas peur aux Français du quotidien quand on leur explique bien ce qu'on représente et ce qu'on cherche à faire, à savoir justement en grande partie faire de la pédagogie à l'intention des gens qui bossent, à l'intention des travailleurs français. C'est-à-dire que effectivement, quand on est un travailleur français, on n'a pas forcément le temps de se farcir toutes les manipulations et les ingénieries politiques. Égalité et réconciliation, on est là pour un peu mâcher le boulot. Donc je pense que si les gens comprennent bien le sens et le but d'égalité et réconciliation, à savoir proposer une alternative à, je dirais, l'oppression politique au sens large, effectivement les gens vont pas nous détester. Par contre, oui, le pouvoir profond nous combat, et donc les gens qui pourraient nous qualifier d'antisémites, de racistes, etc., je pense qu'on est arrivé à un moment où il y a même plus vraiment besoin de débattre sur ces questions. Donc moi je dis merci. Quand on m'insulte comme ça, je dis merci, je dis encore, allez-y, au contraire, c'est un plaisir de fin gourmet d'être traité de la sorte. Et quelque part, je rêve que, comment il s'appelle, Patrick Cohen m'insulte sur un plateau télé de fasciste, etc. C'est un peu comme un badge, quoi. Ça n'arrivera pas, puis je m'en fous d'aller chez Patrick Cohen, mais voilà, quoi. Je pense que on s'est détaché de tout ça maintenant, quoi. On est dans le dur maintenant.
Alors ces gens qui vous combattent, qui sont-ils? Qui a le pouvoir politique aujourd'hui en France? Qui a le pouvoir politique aujourd'hui en France en 2023? Je pense que, pour répondre concrètement et simplement, je pense que le pouvoir politique est incarné aujourd'hui par un trio en la figure d'Emmanuel Macron, d'Alexis Kohler, son conseiller de l'ombre, et d'Elisabeth Borne. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'Elisabeth Borne, Alexis Kohler et Emmanuel Macron travaillent ensemble, sont en fait un véritable trio politique depuis 2014, il me semble. Donc, Elisabeth Borne, effectivement, a été choisie Premier ministre, je vais masculiniser, et il n'y avait aucun doute là-dessus, parce qu'en fait ils se connaissent très bien, ils ont la même vision, notamment sur la réforme des retraites, et donc en ce moment ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, de dire que en fait on l'a empêché de choisir Catherine Vautrin, qui aurait été elle la véritable Premier ministre, c'est une vaste blague, en fait ils sont totalement en osmose. Donc il y a ce trio à la tête de la France qui gère l'exécutif, le législatif, le pouvoir judiciaire de manière autoritaire. Et trio auquel on peut ajouter, je dirais, Brigitte Macron, qui a son importance politique, comme le démontrent faits et documents, et aussi Édouard Philippe, très important dans le dispositif, même si un peu à la marge maintenant au niveau représentatif. Mais voilà, là on a vraiment les gens qui tiennent les contingences régaliennes françaises. Après, on peut citer d'autres personnes, je dirais Gabriel Attal et Marlène Schiappa, très importants dans le dispositif macronien, parce que ce sont des Young Global Leaders du Forum de Davos, ce qui induit le fait qu'ils sont là pour rester, et encore une fois, ils sont prépondérants dans le dispositif, bien qu'on peut rigoler de Marlène Schiappa, etc., etc. Vous remarquerez qu'elle est là depuis le début, et qu'elle est inamovible, et que son soi-disant, à l'époque, c'était le secrétariat de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je fais remarquer dans mes conférences qu'elle est actuellement adjointe de Darmanin à l'intérieur. Et donc ça veut pas rien dire. C'est-à-dire que c'est une légataire du Forum de Davos qui va gérer l'oppression et la question de la répression en France. Donc ça veut dire quelque chose. Après, si on veut parler de la répression en France et de qui a les manettes, il faut s'intéresser à quelqu'un comme Nunez aussi. C'est quelqu'un qui gère la répression en France, vous savez, Laurent Nunez. Qui est aussi de la communauté portugaise, et qui on pourrait citer d'autres. Après il y a l'équipe old school, il y a les Sarkozy, il y a encore beaucoup d'influence en France, les réseaux Sarkozy sont très présents, lui aussi dans le renseignement, dans tout ce qui est de l'ordre du judiciaire et de la des forces de police, voilà, il est quand même encore très très présent, évidemment sur toute la droite. Attali, évidemment, fait partie c'est pareil, c'est l'équipe old school, mais ils sont toujours là et tirent beaucoup de réseaux, même si je pense qu'en ce moment, il y a quand même une petite guéguerre entre Attali et Kohler, voilà, mais c'est des gens qui ont le pouvoir politique en France. Qui on pourrait citer d'autres? Après, il y a Goldnadel, par exemple, très important pour la gestion politique de l'extrême droite, voilà, donc ça c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Et oui, il y a un autre individu intéressant à citer, qui n'est pas forcément ultra présent dans l'esprit populaire, c'est Thierry Breton. Thierry Breton qui gère, lui, on va dire, la question européenne, européiste et européenne, voilà, qui est très important encore dans le dispositif de répression politique. Pour ceux qui veulent s'y intéresser, son portrait sortira dans quelques temps dans Faits et Documents. Et on apprendra pas mal de choses sur les pouvoirs de Thierry Breton, entre autres. Donc voilà, pour terminer sur cette question, on a un groupe bien identifié. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la France est-elle un pays différent des autres? Alors la France est un pays différent des autres, de mon point de vue, qui est un point de vue très politique, je le revendique, par rapport au fait que la France n'est pas une démocratie, malgré les apparences. Au niveau constitutionnel, on s'en rend compte de plus en plus, avec l'autoritarisme affirmé de la Macronie. Et je pense que cet autoritarisme, conjoint avec le fait que la France est, à mon sens, le dernier bastion du nouvel ordre mondial, et peut-être le plus prégnant, je pense qu'elle n'a pas d'équivalent dans l'implantation oligarchique, la France. Je pense que vraiment la France, c'est la terre promise en fait du nouvel ordre mondial et de l'oligarchie. C'est vraiment la France, c'est Paris. Et donc à ce titre, la France est vraiment à part dans le dispositif des nations. Après, on pourrait évoquer évidemment tout ce qui fait l'histoire de France, ou même le fait que la France est au Conseil de sécurité de l'ONU et ne serait, voilà, tous ces avantages-là. Mais
je dirais plutôt le fait qu'il y a un cocktail explosif entre la répression oligarchique d'un côté, incarnée par Emmanuel Macron, et l'histoire des luttes sociales en France, et le fait qu'il y ait une forte identité quasiment de révolutionnaire en France, qui fait qu'on a là un cocktail, à mon sens, quasi inédit, et qui risque d'approcher ces contradictions historiques d'ici très peu de temps. Voilà, moi je suis assez optimiste entre guillemets sur cette question, c'est-à-dire que je pense qu'on arrive à un moment de rupture historique, qui fait, comme je l'explique dans mes conférences, qui fait qu'on a l'alliance d'une crise sociale, d'une crise institutionnelle. On le voit avec la crise en ce moment avec le 49.3, pas juste le 49.3, mais le fait que la rupture entre le gouvernement, la caste et le Parlement est tellement actée, tellement profonde que je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière, et donc que la Macronie est lancée dans une logique absolutiste qui va faire qu'elle va être obligée de mettre en place des moyens de répression tellement puissants qu'elle va heurter justement l'histoire française, l'identité française révolutionnaire. Et je pense que ça va nous donner un cocktail qui va exploser. Donc je disais crise sociale, crise institutionnelle et crise géopolitique. Et là, on a vraiment un scénario parfait pour une implosion dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. J'ai du mal à croire que la Macronie va se maintenir en poste comme ça pendant 4 ans, comme j'ai du mal à croire par exemple que les Jeux Olympiques aient lieu en France en 2024. Peut-être même la Coupe du Monde de rugby cet automne. Je suis pas sûr que ça se passe correctement, parce que si les manifestations continuent, les poubelles, etc., ça risque d'être difficile à gérer, sauf à délivrer effectivement un véritable état policier, ce que la Macronie va certainement faire, et ce qui va engendrer un retour du bâton, une forme de guerre civile, je pense. Et d'ailleurs, c'est le sens premier d'égalité et réconciliation, c'était d'éviter la guerre civile. Donc on est toujours à l'avant-garde, quelque part, des problématiques françaises. Selon vous, pourquoi devrait-on s'intéresser à la politique? Vaste question. Alors la réponse éculée à cette question serait la phrase un peu facile, si tu t'occupes pas de politique, c'est la politique qui s'occupera de toi, un truc comme ça. Personnellement, je suis revenu de ce genre de réponse, même si on peut voir effectivement vers quoi ça tend. Mais je suis revenu de ce genre de réponse parce que, pour plusieurs raisons simples, c'est-à-dire que il y a des gens, il y a des tempéraments qui n'ont pas vocation à s'intéresser à la politique parce qu'ils s'intéressent à d'autres choses, pas forcément des jouisseurs, mais c'est simplement ça ne leur parlera. L'organisation de la société, on va dire au sens large, la politique au sens large, ne les intéressera pas. Et je pense que voilà, c'est une partie peut-être non négligeable de la population. Après, ça c'est la question de la démocratie, mais bon voilà, pourquoi pas. Mais je suis pas en train de juger. Je dis simplement, tout le monde ne veut pas s'intéresser à la politique. Ensuite, si on veut contextualiser, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en France, et en France, tout le monde s'intéresse à la politique, tout le monde a un petit mot à dire, tout le monde a toujours un truc à penser. Le moindre chauffeur de taxi, comme vous le savez, a toujours quelque chose à dire sur la politique. Même quand on dit qu'on s'y intéresse pas, on s'y intéresse. Donc bon, voilà. Après, la question, c'est plutôt le dosage, c'est-à-dire à quel dosage les gens s'intéressent à la politique. Et après, pour recontextualiser encore, en France, les gens ils bossent, ils élèvent leurs gosses, ils n'ont pas beaucoup de temps à donner, ils payent leurs factures, ils n'ont pas beaucoup de temps à donner à la politique, et c'est pour ça que je reviens à Égalité et Réconciliation. On est là aussi pour donner des clés rapidement aux gens, que ça intéresse. Quatrième chose, ça dépend de l'acception qu'on donne au fait de s'intéresser à la politique. C'est-à-dire que s'intéresser à la politique, est-ce que ça veut dire connaître le nom des ministres et des députés sur le bout des doigts, ou est-ce que ça veut dire décrypter les mécanismes de domination économique, voilà, et politique et l'ingénierie sociale et tout ce qu'on veut au quotidien. Donc voilà, ça dépend ce qu'on entend par là. Donc tout ça, je dirais que de manière un peu abstraite mais pédagogique, j'espère, je dirais que voilà, ça nuance un peu cette réponse un peu facile. Et je dirais que la question, si on veut la problématique, si on veut la prendre d'une autre manière, je dirais qu'il faut plutôt s'intéresser à la question de la passivité, du dosage, de la passivité, c'est-à-dire pourquoi les gens sont passifs par rapport à la question politique, comment les faire passer, comment les rendre actifs, comment passer de passif à actif, si tant est qu'il y ait pour eux un intérêt, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que les gens
se rendent compte forcément qu'il y a un intérêt à s'investir ou à s'intéresser à la politique. Et ça, c'est une question individuelle. Et la réponse à ça, c'est effectivement qu'en France, en 2023, période de crise, comme je l'explique, sociale, institutionnelle, géopolitique, ça devient de plus en plus dur de passer à côté. On a connu le Covid, je veux dire, tout le monde a subi, entre guillemets, les foudres de la répression politique avec le confinement, etc., même s'il peut y avoir des gens qui étaient pour. Mais je veux dire, là, vraiment, ça touche les gens dans leur chair. Ils ne peuvent pas ne pas s'en rendre compte parce que c'est quelque chose qui arrive brutalement et qui se rajoute, on va dire, à leur vie quotidienne. Donc ça devient de plus en plus dur d'échapper à la question politique, et la sociologie boomer effectivement a cette mentalité, je dirais, de penser qu'elle sera toujours du bon côté du manche et qu'elle échappera au besoin de se poser des questions, et qu'elle sera épargnée quelque part, mais je pense que ça devient de plus en plus rare en fait. Et après c'est la question de l'individualisme, du sens moral, du sens collectif, de la solidarité de classe, voilà. Et comme on est dans une société hyper individualiste en France en 2023, c'est difficile de réveiller les gens ou d'aller les titiller par le biais, par exemple, de la question de la solidarité nationale, du sens commun. Les gens sont pas forcément sensibles à ces choses-là. Donc je dirais, pour sensibiliser les gens individualistes en 2023, ça serait leur faire comprendre que dans le contexte actuel, l'aventure et l'isolement individualiste devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire que comme ils pensent comme des individualistes, ils se disent « moi, de toute façon, j'échapperai, je ferai ci, je ferai ça ». Mais dans une période de crise comme la nôtre, il faut bien comprendre que l'aventure individuelle, elle est de plus en plus impossible. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, le libéralisme, bien compris, je veux dire, ça devient quasiment impossible en France. Et donc, échapper, j'ai envie de dire, à la matrice, ça devient un défi, à tel point que rejoindre l'aventure collective devient quelque chose de plus naturel et plus évident. Donc j'ai envie de dire à ces gens-là, pour sauver votre peau, puisque vous pensez comme des individualistes, vous allez être obligés de rejoindre le projet collectif, la lutte collective. Et là, effectivement, c'est la question des groupes, c'est la question, par exemple, d'égalité-réconciliation, qui est un groupe politique parmi d'autres, qui a une proposition et qui prétend être la meilleure, celle qui répond au mieux aux problématiques des Français, et la plus pertinente avec son histoire et ses inquiétudes, on va dire. Et donc après, aux gens de juger. Et après, ça, c'est encore autre chose, c'est la question de la visibilité. Voilà, donc comment nous être visibles pour ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéos, c'est pour ça qu'on a des militants sur le terrain, c'est pour ça qu'on a des gens qui nous aident par le financement associatif, par contre-culture, etc. Et c'est un combat de tous les jours qu'on mène, et voilà, peut-être que c'est bien de l'expliciter un peu, ça peut aider les gens, quoi.